Bienvenue sur Géopolitis. Et si c'était les aventuriers, les explorateurs et autres pionniers qui faisaient avancer le monde? Question exploit, nous aurons été servis en cette année 2012. Un homme s'est même jeté de 36 529 mètres de haut pour une chute libre qui lui a fait dépasser le mur du son, record battu. Solar Impulse a réussi son premier pari. Bertrand Piccard et son équipe ont prouvé qu'un avion peut voler de jour et de nuit grâce à l'énergie solaire. Planète Solar, le catamaran, a quant à lui déjà effectué un tour du monde grâce à cette seule énergie solaire. Bref, des records, des exploits, des aventures, oui, mais des entreprises qui ont leur justification respectée tout en l'utilisant, l'énergie de la nature. Et à ce titre, de plus en plus, on parle d'éco-aventure. Est-ce une épreuve sportive? Est-ce une aventure technologique ou les deux? Prenons l'exemple de cette course autour du monde qui a lieu actuellement, le Vendée Globe. Course de voiliers en solitaire autour du monde, en gros, 3 mois de galère sur les océans. On dit de cette course que c'est l'Everest des mers. Oui, sauf que plus de 5600 alpinistes ont gravi l'Everest et ils ne sont que 59 navigateurs à avoir bouclé un Vendée Globe. Cela dit, Géopolitis pose la question, quel est le rapport entre ces aventures, ces exploits et notre monde géopolitique? La géopolitique, parlons-en. En gros, entre 1860 et 1920, c'est la soif d'expansion des États européens qui justifie, qui finance, qui organise les plus grandes explorations de l'époque, une 50aine d'années incroyablement fructueuses, qui verront des hommes courageux, peut-être même inconscients, chercher les sources du Nil ou partir à la conquête des pôles. C'est le temps du fameux Dr Livingstone, I presume, du non moins célèbre Stanley. Un géographe français, Yves Lacoste, explique, je cite, que si la géographie sert d'abord à explorer, elle est aussi au service d'une stratégie de puissance. Tout cela est vrai jusqu'à, disons, la fin de la Première Guerre mondiale, les années 20. Le monde, à ce moment-là, et c'est un événement, le monde est entièrement cartographié. Paul Valéry fera ce constat, le temps du monde fini commence. Il faudra attendre l'aventure de la conquête spatiale pour que l'on découvre un autre monde, celui de l'espace, avec ce qui sera tout à la fois une conquête, une aventure et bien sûr une avancée technologique. Le premier pas d'un homme sur la Lune, un certain soir de juillet 1969, avec, dans la bouche d'un certain Neil Armstrong, une formule qui résonne encore, un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour l'humanité. Et voilà que depuis le début des années 70, on revit, parfois par procuration, de nouvelles aventures. Il ne s'agit plus cette fois de découvrir de nouveaux espaces ou des territoires inconnus. Il s'agit souvent d'aller à la rencontre de soi-même, de privilégier le goût de l'aventure sur l'amour du confort, comme le confiait le général MacArthur. Le trophée chose, le globe machin, le raid de trucs, tout est bon pour s'évader de son monde. Et puis viennent les années 90, où sans oublier la découverte de soi-même, on cherche à mieux connaître et surtout à respecter la nature. L'éco-aventure est née. Elle se poursuit actuellement avec de plus en plus l'aide de la technologie. En somme, c'est la technologie et la nature au service l'une de l'autre. Être le premier être humain à le faire. À faire quoi? Mais par exemple, être le premier à traverser de l'Atlantique en avion. C'est l'Américain Charles Lindbergh, en 1927, à bord de son Spirit of Saint-Louis, New York-Paris, en 33 heures et 32 minutes. Encore un avion, encore un Américain et encore un record. En 1947, Charlie Yeager est le premier aviateur à franchir le mur du son, c'est-à-dire à atteindre la vitesse de Mach 1 à bord de son prototype supersonique. 65 ans plus tard, c'est un Autrichien, Felix Baumgartner, qui franchit lui aussi le mur du son, mais pas en avion. Il est le premier homme à réaliser cet exploit en chute libre et à décrocher 2 nouveaux records, celui du plus haut saut en chute libre et celui de vitesse, une chute à 1341 km/h. Tellement moins vite, mais tout aussi impressionnant, l'exploit d'Alain Bombard. En 1962, la première traversée de l'Atlantique en 65 jours sur un tout petit radeau en se nourrissant exclusivement des produits de la mer.
Et voilà que c'est un Russe, Yuri Gagarin, qui est le premier homme dans l'espace. L'Amérique prendra sa revanche. Un Américain sera le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, le premier de l'espèce humaine à poser le pied sur le satellite de la Terre. C'était le 20 juillet 1969. Beaucoup, mais alors beaucoup plus bas en altitude, c'est l'exploit en cette année 2012 du réalisateur du film Titanic, James Cameron, le premier homme à descendre en solitaire à moins 10 898 mètres de profondeur, plus de 10 km au fin fond de la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. Remarquable cet exploit sous-marin. 3 hommes seulement ont atteint de telles profondeurs, alors que plus de 500 astronautes ont déjà volé dans l'espace, et ils sont 12 hommes, sans compter Tintin, à avoir marché sur la Lune. C'était la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1956, Le Monde du Silence, une production du fameux tandem Louis Malle, Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, la référence en matière de cause écologique. Cousteau, son célèbre bonnet rouge, son non moins célèbre navire océanographique, la Calypso. Cousteau qui réalise son premier documentaire sous-marin en 1943 et qui, jusqu'au début des années 90, va faire découvrir son monde sous-marin. Militant écologiste avant l'heure, défenseur acharné de la nature, avant même que certains partis politiques n'en fassent leur fonds de commerce. Et c'est peut-être, et aussi le commandant Cousteau, qui a inspiré ce que l'on appelle aujourd'hui les éco-aventures, à savoir tout ce que la technologie peut apporter en matière de performance et de respect de la nature. Solar Impulse, premier exemple, et quel exemple, puisqu'il a d'ores et déjà démontré qu'un avion solaire peut voler jour et nuit sans carburant. Premier défi réussi pour Bertrand Piccard. Le deuxième défi, ce sera bientôt le tour du monde, en prouvant que le progrès est possible au moyen d'énergie propre. Même type d'énergie solaire pour Planète Solar, le célèbre catamaran qui, au mois de mai de cette année, achevait, lui, son premier tour du monde grâce à l'énergie solaire. Planète Solar n'émet aucun gaz polluant. Ce catamaran servira désormais de plateforme scientifique. Prochain départ en avril 2013 pour une traversée de l'Atlantique, puis une expédition le long du parcours du Gulf Stream pour étudier de plus près ce courant chaud qui vaut à l'Europe le climat tempéré qu'elle connaît. Une éco-aventure dans toute l'acceptation du terme. L'invité de Géopolitis, Raphaël Donjean, vous êtes éco-aventurier. Ça, c'est un titre magnifique. On vous connaît parce que vous êtes, entre autres choses, l'initiateur, le skipper de Planète Solar, dont on a parlé dans le sujet. Vous êtes aviateur, spéléologue, bref, un vrai aventurier. Mais une éco-aventure, d'après vous, c'est quoi exactement ? Il y a une grande différence entre une aventure, je dirais, classique et une éco-aventure. C'est que dans une aventure classique, on poursuit un but plutôt individuel, c'est être le premier sur un sommet, ou aller le plus profond, ou aller le plus vite. Une éco-aventure poursuit un but commun, c'est la grande différence. Donc, dans le cadre de l'aventure Planète Solar, le but, c'est de démontrer qu'on a la technologie, qu'on peut changer. On essaye de protéger notre civilisation, notre planète et notre environnement. Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, les États nous financent plus, donc il faut trouver des partenaires, des sponsors, et le seul moyen vraiment de les attirer, d'avoir aussi une certaine forme de visibilité, c'est d'être le premier ou de faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Alors, revenons à éco, la partie éco de l'éco-aventure. C'est quoi ? C'est utiliser intelligemment, tout simplement, les énergies renouvelables. Alors, c'est facile à dire, mais apparemment, c'est pas si facile à faire, hein. Alors vraiment, dans le cadre de l'aventure Planète Solar, c'est une démonstration. On est un démonstrateur, ça veut dire on a fabriqué le plus grand bateau solaire du monde pour faire une première, le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire. Et c'est vraiment ça, c'est de démontrer qu'on peut réaliser des choses extraordinaires avec l'énergie solaire, avec les énergies renouvelables, pour amener un message d'optimisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes. Et nous, ce qu'on veut faire avec une éco-aventure, c'est montrer les solutions, amener un petit peu d'optimisme dans ce monde qui est quand même aujourd'hui assez difficile. Alors, en fait, il faut beaucoup de technologie pour utiliser cette matière première, si j'ose dire, qui est l'énergie de notre monde. Oui, tout à fait. Sans cette technologie, rien ne marche. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que c'est la technologie aujourd'hui qui nous fait brûler tout ce pétrole et qui nous fait émettre tous ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est la technologie qui nous met en danger et la solution se trouve pas totalement, mais en grande partie dans la technologie. Donc il faut aujourd'hui utiliser la technologie de manière différente pour protéger notre environnement tout en maintenant notre niveau de vie comme on l'a aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des prolongements à ce genre d'éco-aventure ? Prenons Planète Solar, c'est très bien, mais est-ce que demain, mettons dans 5 ans, dans 10 ans, on voit, je sais pas moi, des paquebots qui
naviguent rien qu'avec l'énergie solaire? C'est ça le but final, finalement? Le but final, si vous voulez, c'est de donner une impulsion. Donc, il existe déjà des entreprises qui fabriquent des bateaux solaires commerciaux, mais on ne le sait pas vraiment ou on doute de cette technologie. Le but de Planet Solar, c'est de vraiment essayer de montrer à des industriels, à des fabricants de bateaux, à des entreprises qui exploitent des bateaux, qu'on peut faire différemment, que ça fonctionne, que c'est fiable. Et ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, dans 5 ans, dans 10 ans, il y ait des bateaux solaires, mais aussi que sur la Terre en général, dans notre civilisation, on utilise beaucoup plus les énergies renouvelables. Alors, autre éco-aventure dont on a parlé, c'est toujours Solar, mais c'est pas Planète, c'est Solar Impulse de votre ami Bertrand Piccard. Dans 10 ans, on a des avions de ligne qui sont mus, comme on dit, par cette énergie, par cette seule énergie solaire. On y croit, ça? Quand on fait une démonstration, on montre ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des limites. On peut pas non plus tout réaliser grâce à l'énergie solaire. Si on prend le parallélisme avec Planet Solar, aujourd'hui, un porte-container solaire, c'est une utopie. Je pense qu'un avion de ligne solaire, aujourd'hui, c'est une utopie. Mais l'idée, c'est de donner une impulsion, de montrer le chemin. Et peut-être que demain, ce sera pas des avions de ligne ou des porte-containers, mais un certain nombre de bateaux, des bateaux de pêche et peut-être la petite aviation, l'aviation, je dirais, de plaisance qui pourrait être solaire. Ça, oui, j'y crois, bien sûr. Et ce serait un début. On l'a dit, hein, vous êtes dans les airs, vous êtes sur les mers, vous êtes sous les eaux, vous êtes sous terre, vous êtes spéléologue aussi. C'est quoi votre rêve, là, votre prochaine grande éco-aventure, votre prochain grand projet? Alors, je dirais déjà, c'est de terminer cette aventure. On a aujourd'hui un outil incroyable. On est en train de faire un documentaire, un livre pour communiquer sur ce qu'on peut réaliser grâce à l'énergie solaire. Et puis, c'est vrai que j'ai une nouvelle idée, plus audacieuse, avec le côté romantique. Non, on n'est pas encore prêt à annoncer cette nouvelle aventure. Ça sera plutôt dans les airs, plutôt sous mer? Vous voulez pas lire? On va pas donner plus d'informations, c'est vraiment une aventure solaire, réécrire une histoire incroyable, mais en plus, j'aimerais amener le côté romantique dans cette aventure. Le romantisme comme éco-aventure. Il y a une dimension, allez, disons-le, assez suisse dans tous ces exploits. Hein, Planète Solar, Solar Impulse, il y a quoi? Il y a une tradition, on ne savait pas que la fibre suisse s'exportait comme ça dans ces notions d'aventure et d'exploit. Mais je crois qu'on ne le sait pas. Effectivement, il n'y a que 2 tours du monde possibles. C'est soit par les airs, soit par les océans. Et finalement, les 2 projets sont suisses, ils sont nés à 40 km de distance. C'est incroyable. Mais si on revient aussi un petit peu en arrière... Dans l'histoire, on a d'autres exemples? On a d'autres exemples. Ça veut dire que le premier bateau qui a traversé l'Atlantique, c'était le Sun 21, c'est un bateau suisse. Le premier bateau solaire commercial... Avec quelle énergie? Avec l'énergie solaire. Déjà à l'époque? Déjà à l'époque, en 2007. On a oublié. Donc ça s'est oublié. Oui. Et après, la première course de bateaux solaires de l'histoire, c'est probablement aussi en Suisse, sur la région des Trois-Lacs. La première course de voitures solaires, Romanshorn, Genève, c'est aussi suisse, bien avant le World Solar Challenge. Et le premier bateau solaire commercial, c'est encore suisse, c'était le Solifleur à Yverdon. Donc je crois qu'on a vraiment une culture au niveau des grandes aventures solaires, mais aussi dans cette technologie. Et d'ailleurs, on devrait plus l'utiliser pour notre pays, pour notre économie. Bah, dis donc, il y a beaucoup de soleil en Suisse, d'après ce que vous dites. Non, ça doit être le pays le plus ensoleillé du monde qui favorise toutes ces découvertes. Je crois que c'est surtout, on a un petit pays, on n'a pas accès à la mer. Je pense qu'on est vraiment renfermé des fois un peu sur nous-mêmes du point de vue géographique. Donc on a besoin de s'évader et on le fait plus avec notre imagination, avec notre intellectuel. Et je pense qu'avec aussi des grandes écoles comme les PFL ou les PFZ, je crois que c'est des moteurs justement d'innovation, d'entreprise. Et je crois que c'est ça qui fait que ça nous pousse à dépasser nos frontières et puis aller en dehors de nos frontières pour montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, là, vous encouragez beaucoup de jeunes, vous parlez des écoles, le PFZ ou le PFL. Il faut les encourager, tous ces jeunes, à se lancer dans ce créneau-là, puisque c'est le mot qui convient de nos jours. Il faut les encourager? Je crois qu'il faut d'abord leur donner un message d'optimisme, leur dire que c'est pas trop tard, qu'on peut changer, qu'on a une période de transition qui est effectivement difficile, mais qui va aussi amener des opportunités incroyables pour ceux qui savent les saisir. Merci, Raphaël Dangean. Je rappelle que vous êtes éco-aventurier. Merci à vous. Merci, Xavier. On l'aura compris, il faut donc être le premier à l'avoir fait, qu'il s'agisse d'un record ou d'un exploit. Sans ce brevet d'antériorité, sans ce titre de gloire, pas de mention dans le livre Guinness des records, pas non plus de couverture médiatique et par conséquent, pas de reconnaissance officielle. Admettons ce postulat car, au fond, si ce titre de premier n'est pas une fin en soi, mais un moyen, un vecteur pour un prolongement, pour une concrétisation de ce record ou de cet exploit, il n'y a aucun mal à joindre l'utile à l'agréable, en l'occurrence le sensationnel au sérieux.
Et c'est en ce sens qu'il y a des records et des exploits intelligents, ceux qui font avancer la technologie, mieux comprendre les secrets de la nature, anticiper sur notre manière de vivre dans le proche futur, ou encore répondre aux défis énergétiques qui nous menacent. Autant d'aventures qui permettent à quelques-uns d'œuvrer en fin de compte pour le bien de tous, à condition d'oser, d'entreprendre, bref, de se lancer sans être forcément le premier à s'y mettre. L'important, c'est de ne pas être le dernier à y songer. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, de la très belle vidéo sur ses éco-aventures, des éléments de cartographie, vus du passé avec des aventures mémorables, les sites les plus documentés, Géopolitis en podcast, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.